il a été créé en 2005, donc il a déjà maintenant un certain vécu, et sa création en fait a été conjointe d'une idée venant de certains responsables de droit et nous de sciences. L'idée est émergée en fait de la nécessité de former des biologistes, en tout cas des scientifiques, à des notions de droit et en particulier de la gestion de l'innovation. Et inversement, du côté juridique, il y avait un manque de formation d'étudiants capables de pouvoir comprendre le monde des sciences et d'appliquer toutes les questions juridiques par rapport au monde des sciences. Déjà, c'est une double compétence. Alors c'était original à l'époque, ça l'est un peu moins aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de masters qui ont cette vocation-là. Alors qu'est-ce qu'il apporte d'ailleurs toujours d'assez intéressant et nouveau? Eh bien c'est de permettre notamment à des étudiants de biologie de pouvoir continuer à faire des sciences mais plus exclusivement des sciences et notamment en fait d'utiliser leur background scientifique vers d'autres domaines d'application, en particulier donc le droit. Et inversement à des juristes qui sont intéressés de rentrer dans l'entreprise, mais pas uniquement avec des aspects juridiques de management d'entreprise, mais au contraire de protection de l'innovation, puisque c'est essentiellement du côté brevet, propriété intellectuelle que s'organise ce master. Et bien voilà, ça leur permet d'avoir des compétences doubles qui sont aujourd'hui très demandées en fait, que ce soit dans le milieu de la recherche ou que ce soit dans le milieu de l'industrie. Je dirais que c'est on peut faire appel aussi bien à des académiques pour donner des fonds évidemment de connaissances académiques, mais aussi à beaucoup de professionnels. Notamment dans le droit, la plupart des intervenants sont aussi des professionnels. Donc il y a un lien assez rapide et assez direct avec le monde de l'entreprise. Du côté de la biologie, c'est quelque chose qui est très orienté autour des biotechnologies, c'est l'intitulé de cette formation, biotechnologie et droit. Et donc là, c'est la même chose, on essaye au maximum de faire intervenir des non-académiques pour qu'ils fassent aussi part de leur expérience et puis de l'apport que peut avoir ce type de formation pour leur entreprise. Donc ça peut permettre aux étudiants d'avoir aussi une vision des débouchés potentiels. C'est des conditions d'admission en fait relativement classiques. Il faut déjà avoir sa licence, c'est un prérequis obligatoire. Alors, il y a effectivement avoir sa licence plutôt bien, ça serait on nivelle pas par le bas mais plutôt par le haut bien évidemment, donc ça veut dire avoir les meilleures notes possibles. Mais un point sur lequel on a toujours extrêmement été vigilant, c'est la motivation. Parce que la plupart du temps, les étudiants biologistes qui vont s'adresser à ce type-là de formation, c'est pas pour faire de la biologie, d'accord ? Ils vont vraiment changer leur objectif de travail. Et souvent, ce sont des gens qui ont fait une licence de biologie et qui se sont rendus compte que c'est pas là-dedans qu'ils avaient envie de travailler. Donc, c'est la motivation qui va nous faire comprendre que eux, ils sont bien prêts à faire un changement de cap, si vous voulez, dans leurs études. Exactement la même chose au niveau des étudiants juristes, qui vont évidemment ne pas devenir des juristes purs durs, hein, ils vont être obligés de vraiment s'informer dans un domaine sur lequel ils n'ont pas du tout de formation. Et donc là, il faut que nous, on teste leur capacité de motivation à aller dans ce domaine complémentaire. Donc la motivation reste un des éléments forts. Alors, pendant la formation, oui, il y a un stage obligatoire en deuxième année. La formation, c'est un master première et deuxième année. La deuxième année, c'est 6 mois de stage obligatoire. Ça, c'est indéniable. Et c'est 6 mois. En master 1, il y a une possibilité d'en faire, mais il n'est pas obligatoire. Il y a plusieurs niveaux de compétences. Il y a des compétences, on va dire, scolaires. C'est-à-dire apprendre le droit pour les biologistes et puis savoir s'en servir pour répondre aux questions auxquelles ils seront confrontés. Je dirais que au-delà de cet aspect-là, il y a aussi apprendre dans le niveau scientifique à analyser, en tout cas, un environnement particulier qui est celui des biotechnologies, pas forcément pour faire de la recherche derrière, mais surtout pour voir comment elle va évoluer. Donc en gros, ce qu'on attend d'eux, c'est surtout que les étudiants acquièrent des concepts. Des concepts pour savoir l'état des choses à l'heure actuelle et ce vers quoi vont évoluer ces domaines qui sont aujourd'hui des domaines en pleine explosion. Pourquoi ? Parce qu'il faut se préparer à cette évolution pour permettre bien justement toute cette gestion de l'innovation qu'il y aura derrière. Ça c'est vrai au niveau scientifique et donc au niveau juridique, là ça par contre, avoir une connaissance exhaustive des réglementations, des lois qui
pour l'instant, d'accord, bornent cet univers et qui, elles aussi, sont en évolution. Il n'y a pas une année où il n'y a pas un décret nouveau qui arrive ou une loi qui va être modifiée. Je pense à la loi, par exemple, sur la biodiversité, la loi de l'éthique, etc. Donc, leur rôle à eux, c'est d'apprendre l'état de fait aujourd'hui, de le maîtriser, mais aussi d'apprendre aussi, d'avoir la maturité pour faire de la veille ensuite et être toujours dans la connaissance des choses au tenté. Ça, c'est le niveau scolaire. Après, sur le niveau personnel, c'est 2 années qui doivent faire la transition entre quelque chose de très scolaire encore, qui est la licence, et puis être prêt pour rentrer sur le monde, sur le marché du travail à la sortie du master, puisque c'est normalement un master qui a vocation de former des étudiants qui pourront être sur le marché du travail après. Donc ça veut dire acquérir de l'autonomie, acquérir une vraie capacité de travail, d'organisation de son propre travail pour rendre les choses en temps et en heure et de qualité, apprendre à communiquer, apprendre à travailler en groupe. Il y a plein d'exercices qui sont proposés, dont celui de faire des projets, d'accord, pour apprendre à travailler en groupe et hiérarchiser les priorités d'un travail. Voilà, tout ça, ça fait partie intégrante de la formation et de ce qu'on attend d'eux à la fin du M2. Alors les débouchés de la formation, ils sont multiples. Je dirais qu'ils ont aussi évolué avec les 12 ou 13 ans d'expérience qu'on a aujourd'hui de ce master-là. Donc au tout départ, c'était essentiellement des étudiants, des jeunes diplômés, plus des étudiants, des jeunes diplômés qui étaient recrutés dans ce qu'on appelle les cellules de valorisation. Qui sont en fait des cellules mises en place par les organismes de recherche ou par les universités ou par les CHU, d'accord, qui ont pour objectif de mettre en place des personnes capables de dialoguer avec les équipes de recherche, d'identifier l'innovation et en même temps de proposer à ces chercheurs de les accompagner dans, par exemple, le dépôt de demande de brevet ou en tout cas dans la protection globale, la protection industrielle, intellectuelle, d'accord, de ces recherches. Ça, c'était vraiment au niveau des cellules de valorisation. On a vu fleurir sur le territoire national des structures plus grandes, comme par exemple les SAT ou comme les pôles technologiques, qui ont été aussi des débouchés assez intéressants pour des étudiants sortant de cette formation. Il y a les entreprises privées qui sont toujours demandeuses d'avoir des personnes capables de comprendre à la fois le monde des sciences et à la fois le monde juridique, dans lequel pas mal d'étudiants trouvent aussi leur débouché. Et puis, il y a les cabinets d'avocats qui se sont spécialisés dans ce domaine-là, qui sont intéressés d'avoir des personnes de cette formation-là qui puissent accompagner leur propre avocat. C'est variable en fait, je viens de vous expliquer qu'il y a vraiment une grande palette de possibilités d'embauche. Il y a des domaines qui vont être très demandeurs pendant quelques années et puis évidemment les postes étant occupés, après le flux devient moins important. C'est le cas par exemple des chargés de valorisation dans les structures on va dire académiques, mais on s'aperçoit que les gens qui occupent ces postes en fait ils tournent aussi. Donc il y a maintenant une espèce de turnover qui s'est mis en place, qui fait qu'il y a une demande, on va dire, correcte. Après il y a des nouveaux métiers, donc la demande elle va dépendre aussi un petit peu de la pertinence des jeunes diplômés à aussi faire leurs recherches et aller chercher. Mais pour vous donner des chiffres, en gros on est à plus de 80% de personnes issues de la formation qui ont aujourd'hui un emploi stable. Alors ceux qui restent, soit ils sont encore en études, quelques-uns ont choisi de continuer en doctorat ou faire le CEPI, ou d'autres ont complètement changé de domaine. Oui, on le réalise depuis la première année. On le réalise par deux canaux en fait, je dirais. Le premier c'est officiel, c'est nous en tant que responsables de la formation, aidés de notre secrétariat. On envoie des enquêtes chaque année, on a un suivi via les réseaux, aussi les réseaux on va dire professionnels. Donc on a à peu près un suivi de toutes les promotions depuis la création. C'est pas du 100% à chaque fois parce que tout le monde ne répond pas, mais on a pratiquement 80% de chaque promotion, on sait où ils en sont. Et puis on a des retours des anciens étudiants régulièrement, parce que parfois ils viennent présenter leur métier aux actuelles promotions, donc par ce biais-là, et eux restent en réseau, donc on
on a une information qui circule. Ça, c'est au niveau du master. Et puis, les étudiants, depuis la création, depuis la première année de la création, se sont organisés en association. Ils ont créé une association et à l'intérieur de cette association, ils font aussi un suivi. Donc, ils envoient des fiches régulièrement aux anciens. Et donc, voilà, il y a une double possibilité d'avoir un suivi des étudiants.